Zone Europe sur Sensation. Bonsoir et bienvenue dans Zone Europe sur Sensation, une émission spéciale consacrée à notre alimentation et la lutte contre l'obésité, un numéro enregistré au Parlement européen de Strasbourg et réalisé en association avec TV78. Voici le sommaire de ce nouveau numéro. Et tout d'abord, on va s'intéresser aux étapes du projet Europe à table, coordonné par la Fédération française des maisons de l'Europe dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Direction pour commencer les Yvelines. Zone Europe. Je suis Christine Colville, coordinatrice à la Maison de l'Europe des Yvelines, à Saint-Germain-en-Laye. Cette visite aujourd'hui nous permettait d'aller nous rendre compte d'une exploitation agricole en agriculture raisonnée à côté de la Queue en Yvelines, dans les Yvelines. Et nous avons pu découvrir le moulin de moisson à la ferme de Moisan. Cette visite prend effet en fait dans le cadre d'un projet qui s'appelle Europe à table et qui est porté par la Fédération française des maisons de l'Europe, fédération à laquelle nous adhérons en tant que Maison de l'Europe des Yvelines. Et ce projet, il y a environ 12 maisons de l'Europe qui y contribuent jusqu'à la fin de la présidence française de l'Union européenne. Moi, j'ai trouvé les jeunes lycéens très curieux de connaître mieux le processus de récolte du blé, le processus d'ensemage de la graine de blé, et puis aussi toute la partie fabrication de la farine, puis fabrication du pain, puisque tout se fait sur place, ici, à la ferme de Moisan. Et donc, ils nous ont étonnés par leurs questions assez précises sur des processus et sur la qualité des produits qui sont réalisés. Je suis Madame Blin d'Espina, professeure de cuisine certifiée. J'enseigne ce matin aux mises à niveau. C'est des étudiants qui ont fait un bac général ou un bac technologique, mais d'une autre spécialité, et qui intègrent notre lycée pour préparer donc l'année prochaine un BTS management de l'hôtellerie-restauration. C'est très important les circuits courts, donc avoir une démarche locavore en restauration, c'est tout à fait dans l'air du temps. C'est très important pour le développement durable, qu'on est maintenant amené à respecter. Mais c'est très important aussi pour la traçabilité et la qualité du produit. C'est un produit qui n'est pas arrivé à nos assiettes de l'autre bout de la terre, mais c'est un produit qui vient peut-être de l'Île-de-France, de Normandie. On a beaucoup de produits qui viennent de Normandie, de Bretagne. On essaye de respecter dans la mesure du possible. Et puis l'Île-de-France, elle peut nous fournir des très bons produits des crèmeries, des très bons légumes et même des viandes. Bon, on n'a pas mis à 100% un circuit court, locavore, dans un rayon de 200 km, mais on est dans cette démarche qui se met en place et respecter aussi la saisonnalité, c'est très important. Tous les professeurs, même si on aime des fois faire la cuisine de la Méditerranée avec des courgettes, des aubergines, des tomates, c'est fini en hiver, on ne commande plus ces produits, on va respecter donc la saison aussi. Et c'est comme ça aussi d'ailleurs qu'on peut respecter également les circuits courts. On ne peut pas avoir des tomates de la région parisienne. Pauline Vinocourt-Lefebvre, je suis vice-présidente du conseil départemental des Yvelines en charge des ruralités. Et je suis très heureuse d'accompagner des élèves visiter cette structure, la SCIC Valeurs Viande, qui est un atelier de transformation situé à Gazeran, à côté de Rambouillet, dans le sud Yvelines, qui transforme des produits locaux qui viennent des éleveurs en grande partie yvelinois et qui est vraiment un outil structurant essentiel au maillage de notre territoire qui permet de mettre en place des logiques de circuits courts et de valorisation de nos productions agricoles. Je m'appelle Antoine Bellois, je suis en deuxième année de BTS MHR au lycée hôtelier de Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors là, le but de la visite aujourd'hui, on a visité un endroit où ils découpent les volailles, où ils mettent en colis, où ils fabriquent des saucissons, où ils mettent un peu en place la viande. C'est intéressant parce que déjà on a vu comment ils développaient tout ce qui est locavorisme, c'est-à-dire les circuits courts. On a appris comment ils mettaient en place, de quelle manière, etc. Nous avons invité l'école hôtelière de Saint-Quentin en Yvelines, qui est un partenaire de notre projet Europe à table, projet fédéral sur toute la France et qui va permettre à un binôme de l'école hôtelière de participer à un concours national en mars prochain à Louviers en Normandie.
Nous avons pu organiser une visite d'exploitation à la ferme de la Hunière, ici à Sonchamp, ainsi qu'à l'atelier Valor à Gazéran. Et nous avons pu rencontrer d'une part l'exploitant de cette ferme qui nous a expliqué le fonctionnement de la ferme et ses spécificités avec l'exploitation de la production de volailles. Et à l'atelier de Gazéran, il s'agit de l'atelier de transformation de ces volailles afin de pouvoir élaborer les produits, qu'ils soient directement mis à la vente ensuite par le biais des producteurs. Moi je m'appelle Lucas Vincent et je suis en deuxième année de BTS au lycée hôtelier de Saint-Quentin. Ici on avait toute l'exploitation au niveau des volailles qu'il produisait ici. Il nous a montré tous les silos qu'il avait, toutes les machines, tous les appareils, vu que c'est beaucoup automatisé maintenant. Il nous a montré comment ça marchait par rapport à l'époque, quoi. Mais en fait, c'est intéressant parce que c'est beaucoup de produits qu'on travaille nous, que ce soit au lycée ou en stage. Et du coup, savoir d'où ça provient, comment c'est fait, c'est important parce que nous, du coup, souvent, on a par exemple, en termes de poulet, par exemple, on a beaucoup les poulets soit entiers, soit on les vide, mais on ne sait pas vraiment comment c'est fait, comment c'est nourri, comment ils s'en occupent toute l'année, etc. Donc, ouais, c'est intéressant de savoir tout ça. Zone Europe. Et maintenant, avec Océane Danieli, directrice de la Fédération française des maisons de l'Europe, retour sur le concours Europatable organisé en Normandie. Bonjour, je m'appelle Océane Danieli et je suis la directrice de la Fédération française des maisons de l'Europe. Donc le trophée Europatable, qui est le concours qui s'est déroulé aujourd'hui, est la finalité d'un gros projet qui a duré environ 1 an. Ce projet se divise en 3 phases. Il y a eu une première phase où les maisons de l'Europe ont sensibilisé leur établissement partenaire à des thématiques liées à l'alimentation, l'environnement. Je pense à de la ferme à la table, je pense à la PAC, etc. Des sujets qui lient l'Europe, l'agriculture et l'alimentation. Différents ateliers ont été mis en place au sein des établissements et par la suite, il y a eu une deuxième phase de sélection au sein des établissements de binômes qui puissent concourir lors de cette troisième phase Trophée Europatable qui a lieu maintenant fin mars à Louviers. Dans les grandes lignes, c'était lié donc des aliments AOP IGP normands, donc locaux, avec une thématique européenne. Tout ça en cuisinant, en ayant conscience de différents critères comme les déchets, prendre local, prendre de saison, voilà, tout ce qui est lié en fait au développement durable et au futur de l'alimentation. Zone Europe. Focus à présent sur les jeunes finalistes de l'édition 2022 du trophée Europatable. Nous, c'est Marie et Louise, on vient de Saint-Gély d'Apcher, du lycée hôtelier. On a fait un plat aujourd'hui pour le concours Europatable qui est basé à base du bar qui est cuit c'est-à-dire sur la peau, avec une salade d'herbes, des graines de sésame. On a travaillé aussi le bulot en tartare croquant avec des légumes croquants, de la pomme, du fenouil, des carottes, betteraves, etc. On a accompagné aussi avec une mousseline de chou-fleur safrané. Et ensuite, on a travaillé une recette de l'Europe avec l'arancini, qui est une recette italienne. C'est une boule croustillante avec un intérieur crémeux et au lieu de remplacer le risotto du riz par tout simplement les lentilles vertes du Larzac, qui est encore un produit de chez nous. Au pommeau de Normandie du coup, et à la pomme. Et crémé, pour qu'on sente bien la Normandie et la crème. Zone Europe sur Sensation. L'alimentation, une des priorités de l'Union européenne, comme le souligne Ferran Taradeias Espouni, chef de la communication à la représentation en France de la Commission européenne. Il y a beaucoup de choses de politique européenne qui sont liées à la gastronomie. Alors, ce concours, pour moi, c'était une façon de mettre en valeur les motos de l'Union européenne qui s'est unie dans la diversité. Alors, il avait une diversité de produits de différents endroits, il avait une grande diversité et créativité de gens qui ont fait le concours, mais on a mis en valeur d'autres choses, comme par exemple la durabilité. Il y avait des gens qui voulaient rien jeter et ils profitaient de tous les matériels pour faire des choses. Il avait le travail bien fait d'un point de vue de défendre les
produits avec dénomination d'origine européenne. Ça, c'est une chose qu'on peut exporter après. Et il y avait l'égalité homme-femme. On essayait de faire des couples mixtes. Alors, il y avait beaucoup de valeurs que je crois que ça a mis ensemble dans ce concours et que c'est aussi une façon de fêter notre diversité et notre unité européenne. Alors, effectivement, cette année, c'est une année unique pour différentes raisons. D'un côté, c'est l'année européenne de la jeunesse. On met en valeur les jeunes qui ont souffert beaucoup pendant la crise sanitaire. C'est aussi l'année de la présidence française de l'Union européenne, que ce concours a lieu en France, ce n'est pas par chance. Et on met en valeur effectivement la stratégie de la ferme à la table, que ce qu'on veut, c'est avoir une nourriture plus saine, mais qui bénéficie les agriculteurs et les producteurs, mais aussi les consommateurs, qui finalement ils vont avoir une meilleure santé grâce à ce qu'ils mangent. Zone Europe, l'invité politique. Une alimentation saine, une agriculture raisonnée, moins de pesticides, l'eurodéputé Michel Rivasi sera mon invité. Je reçois aujourd'hui Michel Rivasi, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes eurodéputé, membre du groupe des Verts, Alliance Libre Européenne, membre suppléante de la Commission de l'Environnement, de la Santé publique et de la Sécurité alimentaire. Alors en mars dernier, pour faire face aux conséquences de la guerre en Ukraine, la Commission européenne a présenté différentes mesures pour augmenter la production agricole et garantir la sécurité alimentaire dans l'Union européenne, mais également au niveau mondial. Alors, avant d'en venir à l'utilisation des pesticides, déjà, est-ce que vous pouvez nous donner votre sentiment sur ce premier volet ? Écoutez, je n'ai pas compris la position de la Commission et notamment aussi les États membres. Parce qu'en fait, ils profitent de la guerre en Ukraine par les Russes pour dire, regardez, il y a l'augmentation de prix, il y a des pays qui vont avoir des difficultés pour s'approvisionner. Donc, ce qu'a fait la politique agricole commune européenne par le Green Deal, on va faire sauter tout ce qui touche à l'environnement. Parce qu'il y avait 4% des terres qui devaient être mis en jachère. Et dans ces terres-là, on ne devait pas utiliser des pesticides. Et les syndicats majoritaires au niveau des agriculteurs ont profité de ça pour dire il faut augmenter la production. Mais ce n'est pas un problème de production. C'est un problème qu'il y a eu une augmentation de prix, d'ailleurs, qui était avant la guerre en Ukraine, parce qu'il y a des problèmes de spéculation, parce qu'il y a un problème aussi de distribution, et que la guerre n'a fait qu'aggraver le problème. Mais le sujet, ce n'est pas qu'il y a un manque de production. Il faut la distribuer et surtout, il faut que les prix n'augmentent pas pour que des pays comme les pays du Maghreb, comme par exemple l'Égypte, mais le Sénégal, le Yémen, etc., qui utilisent énormément de céréales, puissent faire en sorte à ce que ça soit abordable. Alors, vous pointez régulièrement le poids des lobbies au Parlement européen. Là, vous pensez que les lobbies profitent de la guerre en Ukraine ? Alors, c'est l'agro-business qui profite de la guerre en Ukraine pour, d'une part, spéculer, et puis, d'autre part, casser le fait qu'on avait obtenu quelques mesures environnementales pour diminuer la quantité de pesticides, pour développer, par exemple, l'agriculture biologique, puisque dans le plan, il y avait de la ferme à la fourchette, il y avait au moins 25% de terres en bio, il y avait moins d'utilisation des intrants, et on voit bien, les intrants, c'est quoi ? C'est les engrais. Or, on est très dépendant, justement, des engrais qui viennent à la fois du Bélarus, mais aussi de Russie par rapport au gaz. Et donc, ils profitent de ça pour dire il faut faire sauter ces jachères et il faut augmenter la production. Alors, certains eurodéputés saluent l'action des lobbies au Parlement européen. Qu'est-ce que vous avez à leur dire ? Mais quel lobby ? De quel lobby on parle ? Si on parle des lobbies qui sont pour augmenter une agriculture intensive, justement qui nous rendent dépendants des pays comme la Russie par son gaz ou d'autres pays, je ne vois pas quel est l'intérêt. Nous, on a toujours défendu une agriculture, si vous voulez, qui soit la plus résiliente possible, c'est-à-dire qui s'adapte de plus en plus vis-à-vis du réchauffement climatique. Et pour ça, il faut une agriculture très diverse. Il faut développer les écosystèmes, il faut développer l'assolement, il faut développer la rotation des cultures. Vous voyez, l'agroécologie, c'est quand même une agriculture, justement, qui n'utilise pas de pesticides, qui n'utilise pas d'OGM, qui est une agriculture, si vous voulez, qui est très équilibrée et qui joue sur la diversité.
L'agriculture intensive, quand je vous parle des lobbies, ils sont derrière. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent qu'on achète encore le plus d'intrants, ils veulent qu'on achète encore le plus de pesticides, ils veulent des semences, justement, que c'est les gros semenciers qui vous vendent des semences. C'est ça qui les Avec intéresse. l'interdiction de réutiliser ses propres graines pour replanter dans les années suivantes, par exemple. Eh bien oui, parce que si vous achetez ces graines-là, vous n'avez pas la possibilité de les replanter l'année suivante. Alors, vous réclamez, vous le disiez, la fin des pesticides. Vous soulignez le fait que notamment l'exposition aux pesticides, c'est une menace pour l'environnement, mais également pour les droits humains. Alors, pour l'environnement, on le voit bien, mais est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi ça concerne le droit humain? Eh bien, je vais vous prendre un exemple. Vous savez que moi, j'ai un combat depuis des années sur... Il y a une centaine de pesticides interdits en Europe, mais ils ne sont pas interdits de fabrication et d'exportation. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les lobbies, justement, des pesticides, les lobbies de la chimie. Eh bien, puisque c'est interdit en Europe, ils vont l'exporter en Amérique du Sud. Par exemple, le Brésil, c'est un des pays qui utilise le plus de pesticides interdits, ou en Afrique. Sauf que les gens, ils n'ont pas la connaissance et ils n'ont pas la protection pour l'utilisation de ces pesticides. Et même, par exemple, on le sait au Brésil, ils utilisent les pesticides pour chasser les peuples autochtones, vous voyez, les droits humains. C'est-à-dire qu'il y a une telle pression qui se fait à l'heure actuelle pour alimenter, par exemple, les élevages industriels de tourteaux, de soja qui viennent de ces pays-là, qui sont en train de détruire la forêt amazonienne. Et très souvent, on a vu carrément des hélicos qui balançaient les pesticides sur les villages de ces peuples autochtones. Donc, vous voyez que ça joue sur l'environnement parce que ça entraîne des maladies, ça entraîne des morts, mais aussi, ça chasse ces populations qui tombent malades et qui sont obligées de partir. Et ils ont de moins en moins d'espace vital, d'ailleurs, maintenant, pour faire en sorte à ce qu'ils puissent vivre. Ce que je voulais dire tout à l'heure, quand je vous disais que les lobbies jouent un rôle incroyable de désinformation par rapport à cette crise en Ukraine, il est où le problème? On a vu, je vous ai dit, il n'y a pas de problème de production. Mais surtout, ce qu'il faut bien savoir, c'est que les élevages industriels utilisent la plupart des céréales qui viennent d'Ukraine et de Russie pour l'élevage intensif. Et nous, on dit, l'élevage intensif, quand on parle par exemple des bovins, il faut qu'ils reviennent au niveau de la terre. C'est quoi ces élevages où en très peu de temps, on augmente, vous voyez, la proportion de la viande, et souvent d'ailleurs pour l'exporter, non même pas pour l'utiliser, et ça nous utilise, vous voyez, ces terres-là. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de terres qui sont utilisées pour l'agrocarburant, que ce soit le biodiesel ou le bioéthanol. Il vaut mieux utiliser ces hectares-là pour produire, vous voyez, des aliments et non pas du bioéthanol ou du bioester. Donc, si on veut augmenter la production, même si on rentre dans leur logique, diminuons ces agrocarburants pour faire vraiment de l'alimentation pour les humains. Vous pensez que l'Europe, sur ce sujet, elle est hypocrite? Je pense qu'elle est hypocrite parce qu'elle nous tient les discours très bien. Moi, de la ferme à la fourchette, j'ai trouvé ça super. Quand elle parlait aussi de... ça sera quand même une législation sur le zéro pesticide, le zéro substance toxique. Donc, vous voyez, éliminer les cancérogènes, mutagènes, perturbateurs endocriniens. Et puis, quand on voit la réalité... l'impact sur la santé. Et l'impact sur la santé, bien sûr. Et quand on voit la réalité, bon, il y a un souci, il y a une crise, de suite, c'est les mesures environnementales et sanitaires qu'on balance. Vous voyez bien que ça ne tient pas la route. Vous pensez que la transition écologique telle qu'on la souhaite, avec l'objectif en 2050, est tenable avec les sanctions qui sont conjointes actuellement envers la Russie et ce qui se passe en Ukraine? Mais de toute façon, bien sûr qu'elle est tenable et qu'elle est souhaitable. Et puis, on n'a pas bien le choix. Parce que si on veut sortir des intrants, si on veut sortir des engrais chimiques, il va falloir développer l'agroécologie, l'agroforesterie. Vous voyez, c'est ce type de culture où il y a un très bon rendement d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est un peu l'abandon des monocultures, c'est l'abandon de tout ce qui est agrocarburant, etc. Et puis, c'est revenir à plein de petites exploitations, vous voyez, où c'est beaucoup moins digitalisé, puisque, vous voyez, l'Europe, elle dit il faut digitaliser, numériser, etc., comme si c'était la panacée. Mais il faut revenir aux bases. Et je pense que si on veut sortir de la crise,
si on veut sortir aussi de la problématique du dérèglement climatique, il faut qu'on soit sur des plus petites exploitations, qu'on ait une diversité de semences, qu'on applique, si vous voulez, la pluralité des cultures pour augmenter les écosystèmes. Et c'est comme ça qu'on peut se passer des pesticides. Vous voyez, et ça demande, je vous dis, une rotation des cultures. Et ça demande, il peut y avoir des cultures, par exemple, qui enrichissent la terre en nitrates. Alors qu'à l'heure actuelle, le modèle de l'agriculture intensive, et d'ailleurs le rapport du GIEC qui vient de sortir le dit, il y a un appauvrissement des terres de plus en plus fort. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut toujours mettre des entrants. Mais le rapport du GIEC ne parle pas que de l'Europe. Il parle du monde. Et le modèle qu'on peut développer en Europe, on peut le développer dans le monde entier. Vous pensez qu'on peut l'imposer aux pays du monde ? En Afrique, par exemple, quand vous voyez les pays, et notamment la FAO, elle dit qu'il faut développer l'agroécologie. Le GIEC parle de 3 ans pour pour inverser le réchauffement climatique. Vous pensez qu'en 3 ans, on peut l'imposer au monde entier ? Écoutez, en Afrique, il y a beaucoup de petites exploitations agricoles. Donc là, ce n'est pas le pire. Le pire, c'est en Europe, où alors on a choisi un modèle hyper intensif, où plus vous avez des hectares, plus vous touchez des subventions de la PAC. Ça, vous voyez que les écologistes ont voulu vraiment balancer ce système, on n'y est pas arrivé, mais il va falloir qu'on y arrive. Vous voyez, je trouve qu'on est vraiment à une phase de changement de modèle. Soit on se dit, on se donne les moyens, ça va être dur, c'est dur de changer. On préfère continuer, sauf que là, on augmente les inégalités, on appauvrit la terre. Vous voyez, on n'a plus pratiquement d'oiseaux, il y en a pratiquement plus d'insectes, les pollinisateurs disparaissent. Donc, ils nous amènent au mur. C'est le sens de la mort. Vous voyez, l'agriculture intensive. Et alors, sous n'importe quel prétexte, maintenant, ils nous disent « Ah non, mais ça, c'est écolo, c'est du rêve, c'est de l'utopie. » Non, c'est le développement de la vie. Très bien. Merci beaucoup Michel Rivasi d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes eurodéputé et membre du groupe des Verts, Alliance Libre Européenne. Zone Europe. Plus de la moitié des habitants de l'Union européenne sont en surpoids. On retrouve à présent Corentin Alonso avec son invité. C'était à l'occasion du colloque organisé par le collectif national des associations d'obèses. Je suis avec Anne Beignet, bonjour. Bonjour. Vous êtes experte donc en protection sociale auprès de la Commission européenne. Vous avez participé au colloque pré-présidentiel 2022 organisé par le collectif national des associations d'obèses, le CNAO. En termes de politique européenne sur l'obésité, où est-ce qu'on en est actuellement ? Qu'est-ce qui a été fait ces 5 dernières années ? Alors sur la politique de l'obésité et de la santé, on va dire plus de manière générale, alors on a une grande disparité au niveau européen. Vous avez des pays comme les pays Malte ou la Croatie qui sont à 65% de personnes en surpoids. La France comme l'Italie sont les derniers pays donc les mieux positionnés puisqu'on n'a que 47%, je dis que, alors que c'est quand même déjà énorme, 47% de personnes en surpoids, mais quand même 8 millions de personnes obèses en France, il faut bien le signaler. La santé donc n'est pas une compétence de l'Union européenne, elle vient en soutien des pays. Donc là, je tiens à souligner notamment le nouveau programme européen EU for Health, qui a vu son budget donc augmenter, qui a été multiplié par 20. Donc on est à plus de 9 milliards aujourd'hui, ce qui est assez conséquent, notamment en matière de dépistage. Et le dépistage, on en a parlé pendant le colloque de l'obésité, est très important. Donc l'Union européenne vient en renfort des pays, ou alors à des actions comme le Nutri-Score, mais là encore, ça prend des fois du temps, parce qu'il faut qu'on se mette d'accord entre nous, entre tous les États membres. Donc c'est ça qui est très complexe, et c'est pour ça que j'avais à cœur de venir participer, parce que donc on avait, moi-même, j'avais été investigatrice du Nutri-Score quand j'étais au cabinet ministériel. Donc c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais la France est plutôt bien positionnée, mais c'est ce que j'ai dit, attention qu'on ne reste pas sur nos acquis, d'être bien positionné et de continuer à avancer sur le sujet de l'obésité, également au niveau européen et par rapport à nos voisins qui sont très mal positionnés, comme je l'ai déjà dit. Vous êtes intervenu dans la table ronde qui parlait du manifeste du CNAO. Alors justement, donc avec vous, plusieurs docteurs, professeurs, présidents d'associations. Qu'est-ce qui est faisable aujourd'hui dans le manifeste du CNAO ? Ils ont réclamé une prise en charge de 100% pour les patients obèses. Est-ce qu'on peut aller aussi loin ou est-ce qu'il va y avoir des blocages au niveau européen ?
Non, on peut reconnaître l'obésité comme pathologie chronique et en ALD, ça c'est tout à fait possible. On l'a reconnu, et je le déplore, par la voie parlementaire, l'endométriose il y a quelques mois de ça. Normalement, c'est aux autorités sanitaires de reconnaître. Je trouve ça dommage d'attendre. L'obésité reconnue et par tous les spécialistes du sujet comme une maladie. Les ALD permettraient de la reconnaître en ALD, de leur permettrait donc un meilleur accompagnement, un meilleur suivi du patient, une meilleure formation aussi des professionnels qui ne maîtrisent pas totalement des fois le sujet de l'obésité. On le voit encore comme un sujet de manger moins, faire plus d'activité physique. Or, ça n'a rien à voir du tout en réalité. Donc, une prise en charge par les ALD, de toute façon, on va dire les 500 000 personnes qui vont être touchées par cette obésité dite sévère, à un moment donné, vont déclarer une autre pathologie chronique qui vont forcément les faire rentrer dans le système ALD. Donc pour moi, ce serait plus une façon de prévenir et de mieux accompagner la personne qui est victime d'obésité au final, parce que vous êtes victime, ce n'est pas de votre faute d'être obèse. Donc ce serait vraiment pour moi une manière de prévenir encore plus vite la prise en charge de ce patient. Zone Europe, c'est terminé. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation et aussi sur TV78. Rendez-vous la semaine prochaine. Bonne soirée. Zone Europe sur Sensation.